Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et l'invité ce matin, Charles de Courson, député Lyotte de la Marne. Bonjour Charles de Courson. Bonjour. La bataille de la réforme des retraites, la date du 8 juin toujours en vue pour vous. Qui est vraiment le groupe Lyotte? Ce petit groupe qui ferait trembler la majorité et le gouvernement. C'est ce que nous allons aborder avec vous ce matin. Avant d'aborder les retraites tout de même, vous êtes élu de la Marne, où il y a eu hier au CHU de Reims la double agression d'une infirmière et d'une secrétaire médicale. L'infirmière est décédée ce matin, on l'a appris tout à l'heure. Est-ce que dans cette affaire, il y a quelques interrogations, mais la sécurité, par exemple, des hôpitaux, du personnel soignant est en cause ou pas? Tous les médecins et le personnel de santé, d'une façon plus générale, nous signalent une hausse de la violence à leur égard. De personnes qui considèrent que les médecins sont à leur service. Vous voyez, on voit même parfois des menaces verbales, voire physiques. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus grave, puisque c'était une personne, d'après les informations qui ont été données, qui avait de très graves problèmes psychiatriques. Donc la vraie question, c'est pourquoi il était en liberté. Il était ordonnance pas de non-lieu pour irresponsabilité pénale l'année dernière. Oui, mais la vraie question, c'est pourquoi il n'était pas dans un établissement psychiatrique. C'est ça. C'est ça la question. Ouais. Mais laissons les juges d'instruction faire leur travail. Oui. Venons-en aux retraites, Charles de Courson. Vous avez toujours pour cible, je le disais, avec le groupe Lyotte le 8 juin, avec votre proposition de loi pour abroger la réforme des retraites dans le cadre de votre niche parlementaire. Pourquoi est-ce que vous persistez alors que finalement le Conseil constitutionnel a validé? Mais il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est que l'Assemblée nationale, qui seule représente le peuple français, n'a jamais voté sur ce texte. C'est par des moyens de procédure qu'on a empêché l'Assemblée nationale de se prononcer. Alors on dit oui, mais il y a une motion de censure qui n'a pas été votée à 9 voix. Pas du tout. La motion de censure était sur est-ce qu'on renverse le gouvernement ou pas. Tout le monde sait que le gouvernement a déclenché le 49.3, puisque notre groupe Lyotte avait déposé une motion de rejet qui allait être adoptée. Bon, mais il y a eu quand même l'utilisation du 49.3 qui est dans l'arsenal, quoi, possible aussi, pour faire passer une loi, quoi. Donc, finalement, l'Assemblée s'est prononcée ainsi, quoi. Non, elle ne s'est pas prononcée, elle ne s'est jamais prononcée sur le texte sur les retraites. Jamais. Ouais. La motion de censure, voter une motion de censure, c'est pour renverser un gouvernement. Voilà. Et d'ailleurs, un certain nombre de nos collègues, ça s'est joué à quelques voix, n'ont pas voulu voter la motion de censure alors qu'ils auraient voté contre le texte. Alors, sur votre proposition, la Première ministre, Elisabeth Borne, la qualifie d'inconstitutionnelle, votre proposition. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et c'est repris en cœur, d'ailleurs, par la majorité de gouvernement. Hein. Oui. Alors, c'est quand même assez étonnant de voir une Première ministre qui s'érige en contrôleuse de la recevabilité. Elle n'a aucune compétence en la matière. Oui. Si elle pense qu'elle est irrecevable financièrement, elle le soulèvera le 8 juin et le président Coquerel, le président de la commission des finances, qui est chargé par notre règlement intérieur, examinera la recevabilité. Mais ce qui est assez amusant... Ça, c'est l'article 40, hein, c'est ça. C'est l'application de l'article 40, mais ceci renvoie à l'article 89, 4e alinéa de notre règlement intérieur, qui confie au président de la commission des finances. Mais notre proposition de loi a été acceptée par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est le premier niveau de contrôle. Et deuxièmement... Si le gouvernement ou un membre de l'Assemblée nationale le soulève, c'est le président Coquerel qui l'examinera. Or, tout le monde sait que le président Coquerel, d'après ce qu'il nous a indiqué, puisque nous avons eu un long débat en bureau de la Commission des finances là-dessus, considérera qu'elle est tout à fait recevable. J'ajoute que c'est cocasse quand même, parce que vous êtes un centriste et vous faites alliance donc avec LFI. Pas du tout. Si. Non, que ce soit le président Coquerel ou un autre président de la Commission des finances, tous les présidents de la Commission des finances ont eu une application constante. D'ailleurs, Madame la Première ministre, est-ce qu'elle sait que les membres de la minorité présidentielle ont déposé des propositions de loi, par exemple les plus récentes, sur bien vieillir et d'autres, qui ont un coût?
Et ça a été déclaré tout à fait recevable. Oui, parce que, avec ces fameux articles 40, grosso modo, c'est parce que vous ne respecteriez pas les charges publiques, quoi. C'est-à-dire, il y aurait l'aggravation d'une charge publique. Comment comptez-vous compenser les milliards de pertes, alors qu'entraînerait le vote de votre loi, hein? C'est ce que demande la Première ministre, quoi. Non, mais c'est pas sérieux. Oui. C'est pas sérieux, puisque quel est le but de notre proposition de loi? C'est de sortir de la crise politique et de la crise sociale dans laquelle nous sommes. Comment? C'est l'article 2 de notre proposition de loi, c'est de réunir une conférence sociale. Oui. Et nous, notre groupe IOP, nous avions fait à la Première ministre des propositions pour avoir une politique senior, car réformer les retraites sans avoir une politique à l'égard des seniors, c'est-à-dire des salariés âgés, pour les encourager à travailler plus longtemps, c'est une ineptie. Mais ça peut être fait dans un second temps, Charles de Courson, non? Mais c'est bien ce que nous défendons. Indépendamment de la réforme des retraites. Et donc, quand on dit qu'on est irresponsable financièrement, c'est tout à fait inexact. Parce que ce que nous souhaitons, c'est une conférence sociale qui débouche sur des propositions qui pourraient être intégrées dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Donc, l'argument de Madame la Première ministre est nul et non avenu. Et j'ajoute que c'est pas elle qui est chargée par la Constitution française de contrôler la recevabilité financière des propositions de loi. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a accepté notre proposition de loi et en deuxième ligne, si je puis dire, le président de la Commission des finances, dont tout le monde sait qu'il acceptera, comme il a accepté, lui et ses prédécesseurs, toutes les propositions de loi, y compris celles qui avaient un coût financier éventuel. Concrètement, alors, qu'est-ce qui peut se passer d'ici 15 jours et le 8 juin, Charles de Courson? Est-ce que le gouvernement et la majorité, d'une manière ou d'une autre, peut faire obstruction? Est-ce que, finalement, votre texte ira jusqu'au bout ou pas? Bien sûr qu'ils peuvent faire obstruction, ils peuvent déposer des milliers d'amendements. C'est un petit inconvénient, c'est que c'est exactement ce qu'ils ont dénoncé. C'est peut-être, mais c'est l'une des voies. Il peut y avoir aussi de l'obstruction ministérielle, c'est-à-dire les ministres qui parlent pendant 2 heures, 3 heures pour gagner du temps, puisque notre créneau de tir, il est sur une journée. Voilà, pour empêcher le vote. Mais en faisant cela, ils aggravent la crise politique, puisque ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont minoritaires, mais qu'ils veulent imposer, contre la volonté de l'Assemblée nationale et du peuple français, une réforme totalement injuste et inadaptée. Alors qu'est-ce que vous ferez, vous, s'il y a cette stratégie qui est appliquée par la majorité? Eh bien, il y a bien d'autres textes dans lesquels nous pourrons déposer des motions de censure. Et le gouvernement finira par tomber. C'est ce que vous prévoyez. Par la suite, quoi. Mais sur la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement d'ailleurs a d'ores et déjà annoncé qu'il le ferait adopter à coup de 49.3. La réponse au 49.3, c'est une motion de censure. Mais je ne pense pas que indéfiniment, une part croissante des Républicains voteront, puisque tout se joue au sein du groupe Les Républicains. Oui. Et les Républicains, là, en ce moment, ils discutent, ils échangent avec vous. Vous avez vu que le président, bien sûr qu'on discute. Le président d'ailleurs Ciotti a déclaré la semaine dernière qu'ils avaient la liberté de vote concernant notre proposition de loi. Oui, c'est ça. Et alors, si elle était adoptée à l'Assemblée, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça va au Sénat? Non, ça ne va pas au Sénat, puisque, comme vous le savez, c'est le gouvernement qui transmet les textes votés à l'Assemblée nationale au Sénat, et bien entendu, le gouvernement ne le fera pas. Bien. Alors, il y a une solution, c'est de trouver un créneau de tir chez nos collègues sénateurs pour l'inscrire dans un groupe qui est hostile à cela. Mais quand bien même le Sénat le voterait, puisqu'on nous dit mais la majorité sénatoriale est contre. C'est un peu plus compliqué. Je rappelle que 40 membres de la majorité sénatoriale ont voté contre, se sont abstenus sur ce texte. Ce qui montre qu'il y a aussi des discussions. Mais le vrai but n'est pas là. Le vrai but, c'est de convaincre le président de la République d'arrêter et de réexaminer cela. Sinon, la crise politique et la crise sociale ne fera que de s'aggraver. Est-ce qu'il y a une liberté d'action à l'Assemblée nationale notamment sous la présidence de l'actuelle présidente Yaël Braun-Pivet? Une liberté, qu'est-ce que vous entendez par liberté? Si liberté, c'est la liberté de vote, il y a des groupes, plusieurs groupes d'ailleurs, dont le nôtre, dans lesquels on a la liberté de vote. On n'est pas obligé de voter tous comme un seul homme, pour, contre, ou de s'abstenir, que sais-je. Vous voyez, la présidente a essayé, c'est d'ailleurs une discussion avec elle la semaine dernière,
et je l'ai félicité pour son attitude sur notre proposition de loi. Ouais. Moi, je pense qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais elle l'a fait, si vous voulez. D'accepter, quoi. Oui, et il faut savoir qu'au sein de la minorité présidentielle, les 3 présidents de groupe étaient contre le recours au 49.3, parce qu'ils ont dit au président, si vous appuyez sur le 49.3, on va rentrer dans une crise politique et une crise sociale. C'est ce qui s'est passé. Oui. Charles de Courson, vous avez vu et échangé avec les leaders syndicaux, patronaux. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur la réforme des retraites ? Nous avons déjà auditionné 4 des 5 représentants nationaux des salariés. Ils ont tous, avec des variantes bien sûr, la même position, en disant que si le gouvernement croit qu'ils vont oublier ce qui s'est passé sur les retraites, ils se trompent. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit à la Première ministre. Et tous avec... Ils comptent sur vous alors ? Ah ben, ils nous ont tous annoncé publiquement qu'ils écriraient aux parlementaires pour leur demander de soutenir notre proposition de loi comme seule solution pour sortir de la crise sociale, de la crise politique dans laquelle on s'enfonce. Oui, donc vous comptez sur eux. D'une façon plus générale, qu'est-ce qu'est le groupe Lyot qui est apparu aux yeux du grand public dernièrement ? Ce sont des centristes, pas seulement, ça va au-delà ? C'est un groupe qui est uni sur un certain nombre de valeurs. Oui, quelles sont ces valeurs ? Oui. Les valeurs, c'est la défense des libertés publiques, la défense des libertés locales, des libertés politiques. C'est aussi l'idée que la société doit être construite par le bas, c'est-à-dire une société décentralisée, socialement et politiquement. Voyez, c'est ça nos valeurs de fond. Et là, vous trouvez que nous ne sommes plus dans ce registre aujourd'hui. Vous avez parlé de dérive autoritaire d'Emmanuel Macron, c'est ça ? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est la conception, la façon dont il exerce le pouvoir. Vous voyez, je dis que notre président est hegelien. C'est-à-dire qu'il croit que parce qu'il est à la tête de l'État, il peut imposer sa volonté. C'est pas ça une démocratie. Une démocratie, c'est des contre-pouvoirs. D'ailleurs, en 6 ans, il a tout fait pour affaiblir les corps intermédiaires. Que ce soit les collectivités locales, que ce soit les syndicats de salariés, mais aussi patronaux. Alors que, par parenthèse, sur les retraites, les partenaires sociaux ont beaucoup mieux géré que l'État les régimes complémentaires. Mais est-ce qu'il n'agit pas aussi en fonction des circonstances, quoi, le chef de l'État, au-delà de cette dérive autoritaire parce que, par exemple, il était contre l'allongement de la durée des retraites, et puis il a changé, voyant l'état des finances. Oui, je me plais souvent à le rappeler. En 2017, s'était engagé à ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite. Oui. Vous voyez, alors que vous étiez plutôt favorable à 65 ans. Moi, je suis favorable à un ensemble de dispositions que nous avons proposées d'ailleurs à la Première ministre. Elle n'en a tenu nul compte pour encourager nos concitoyens à travailler plus longtemps, mais avec des contreparties. Vous voyez, la surcote, elle est de 5%. Vous savez, la surcote, c'est quand vous faites une année supplémentaire, vous avez une majoration de 5% de votre retraite. C'est pas assez. Nous, on avait proposé qu'on passe à 7%. On avait proposé, c'est-à-dire une proposition qui était également celle de la CGE-PME, l'un des 3 syndicats patronaux, qui est d'avoir une dégressivité des cotisations patronales à partir de 59-60 ans, pour encourager les entreprises à garder leurs salariés âgés. On avait proposé des négociations par branche en matière de formation, pour maintenir l'effort de formation et de conversion sur les salariés âgés à partir de 55 ans. On avait proposé d'aménager un système qui est intelligent mais qui marche pas bien, qui est le système de la retraite progressive, c'est-à-dire la possibilité de se mettre à temps partiel et d'avoir une retraite partielle. Si vous voulez. Ce qui est possible en fait aujourd'hui sous certaines formes. C'est très peu utilisé parce que les dispositions sont trop entre les mains des employeurs. Vous voyez, on pouvait même peut-être aller vers un certain droit à la retraite progressive, vous voyez, et on avait aussi proposé la suppression totale de toutes les règles anti-cumul emploi-retraite. Voyez, et avec ces mesures incitatives, on augmenterait l'âge non pas légal, mais l'âge effectif de départ à la retraite. Dans le régime général actuellement, l'âge moyen de départ à la retraite vient de dépasser les 63 ans. Et d'après le corps, on sera à 64 ans avant la fin de la décennie. Beaucoup de jeunes
commencent à travailler de plus en plus tard. Et puis il y a ceux qui ont des interruptions, enfin, etc. Vous voyez, et nous, notre idée, c'était de créer un système incitatif, mais de ne pas toucher aux 62 ans. Ouais. Bon, donc on va encore reparler dans les semaines qui viennent de cette réforme des retraites. Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Un dernier, justement, Charles de Courson. Est-ce qu'il y aura une liste Lyotte aux prochaines élections européennes, puisque c'est un groupe qui fait beaucoup parler de lui? Écoutez, on n'en a pas parlé. Ah bah si. Attendez. On n'en a pas parlé au sein de notre groupe. J'en suis vous en parlez? Non, nous n'avons pas encore examiné ce point. Bertrand Pancher ne m'a pas dit la même chose quand je l'ai reçu il y a quelques jours. C'est sa pensée. Vous êtes dans le même groupe. C'est sa pensée personnelle, mais c'est une chose dont il faut discuter. Mais, fondamentalement, ce serait bien que vous soyez présent aux élections européennes. Je pense qu'il y a une grande aspiration de nos concitoyens à changer. Et beaucoup de nos concitoyens, moi ça me frappe dans ma circonscription et bien ailleurs, que les gens nous sont reconnaissants d'avoir cristallisé une aspiration au respect de la démocratie, de la démocratie politique, mais de la démocratie sociale. C'est-à-dire que de faire confiance aux partenaires sociaux pour trouver les bons équilibres, que ce soit en matière de retraite, en matière de travail. Vous pourriez conduire une liste vous-même ou pas? Jean Lassalle, alors, peut être une solution? Ça a été évoqué? Tout ça est tout à fait prématuré. Bon, écoutez, nous verrons. En tout cas, rendez-vous le 8 juin. Merci Charles de Courson, député Lyotte de la Marne, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio. Et à bientôt.